Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Jawed de m'avoir invité. Alors, je me présente, c'est professeur Derwish Souad. Je suis enseignante-chercheur au Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de Rabat et membre associé à l'équipe traitement de l'information et intelligence artificielle. Mon axe de recherche, c'est l'intelligence artificielle et plus particulièrement, c'est la classification automatique des données par réseau de neurones et aussi la segmentation des images. Donc, aujourd'hui, je vais présenter les réseaux de neurones apprentissage compétitif et ses dérivés. D'ailleurs, ce sont mes premiers travaux de recherche. J'ai proposé à M. Jawed ces exposés, donc commençons par les CAMIS, qui a été présenté par mon doctorant Ilyes Tamouche. Donc, je vais commencer par les limites de cette méthode de CAMIS. Ensuite, donner des généralités sur la classification automatique des données multidimensionnelles et les réseaux de neurones artificiels. Après, je présente les réseaux de neurones compétitifs et les trois variantes, à savoir l'apprentissage compétitif avec pénalisation du rival pour résoudre le problème du contexte supervisé proposé par CAMIS. Aussi, je présente l'apprentissage compétitif sensible à la fréquence pour répondre aux problèmes connus par les DID units. Et à la fin, je présente l'apprentissage compétitif généralisé. D'accord. Alors, pour les limites de CAMIS, d'après la présentation de Ilyes, il y avait beaucoup de questions sur le choix de paramètres K, qui représentent le nombre de classes. Effectivement, c'est un problème parce que CAMIS, il est adapté aux distributions, c'est-à-dire gaussiennes, et pour la classification dans un contexte supervisé, c'est-à-dire lorsque nous avons des informations a priori avant de classer les données, comme par exemple le nombre de classes. Un autre problème posé aussi par CAMIS, c'est celui du temps d'exécution. La dimension de l'espace de représentation des données est très importante. C'est-à-dire la dimension de l'espace, ça représente le nombre des attributs ou bien les paramètres qui caractérisent les données dans un espace de représentation. Un troisième problème, c'est l'adaptation aux distributions gaussiennes. Donc, CAMIS, il est beaucoup plus adapté aux distributions gaussiennes parce qu'on utilise la fonction d'activation est une distance euclidienne. Et on sait bien que la distance euclidienne ne tient pas compte de la dispersion des observations. Et un autre problème, c'est qu'il est adapté aussi aux distributions gaussiennes et à faible degré d'enchevêtrement, c'est-à-dire les classes qui ne sont pas vraiment enchevauchées. Donc, nos premiers travaux de recherche, c'était focalisé sur ces 3 points. Donc, nous avons commencé par comment rendre l'approche non supervisée, c'est-à-dire résoudre le problème du choix du paramètre K. Ensuite, comment réduire le temps d'exécution. Et un troisième point, c'est comment adapter l'approche aux distributions non gaussiennes, c'est-à-dire chercher d'autres mesures de ressemblance pour que l'approche soit adaptée aux distributions non gaussiennes. Alors, comme vous le savez, le but de la classification automatique des données est de découvrir dans une population d'objets la présence de classes au sein desquelles se regroupent les objets semblables. Alors, les objets semblables en se basant sur la mesure de ressemblance. Cette mesure de ressemblance, soit on utilise le critère de similarité, c'est-à-dire le degré de similarité entre les objets, ou bien on va analyser la proximité entre les objets, ou bien cette mesure de ressemblance est basée sur l'analyse de la
connectivité entre les objets. Donc, l'objectif de la classification est de maximiser la ressemblance interclasse en minimisant la ressemblance intra-classe. Voilà. Alors, pour la mesure de la distance, la mesure de ressemblance, c'est-à-dire en se basant sur la mesure de distance, on peut choisir plusieurs formes de distance. Nous avons la distance euclidienne, la distance, par exemple, de Manhattan, qui calcule le chemin parcouru en forme de grille, et la distance de Mahalanobis, qui est basée sur la corrélation entre les variables. On va voir que cette distance elle est beaucoup adaptée aux distributions non gaussiennes, parce qu'il tient compte de la dispersion des observations. Donc maintenant, c'est-à-dire une présentation rapide des réseaux de neurones artificiels. Donc, comme vous le savez, donc un réseau de neurones artificiels est un assemblage d'unités de calcul simples qui sont fortement connectées. Alors, ces unités, on les appelle les neurones formels. Donc, les neurones formels, ils sont caractérisés comme le neurone biologique par plusieurs paramètres, à savoir les entrées, c'est-à-dire les entrées du neurone, les poids synaptiques, on les appelle aussi les coefficients de pondération, l'entrée totale n, qui est le produit scalaire du vecteur des entrées et du vecteur des poids synaptiques, ça se calcule par cette formule, la fonction d'activation qui calcule à partir du potentiel d'entrée n la réponse A du neurone artificiel. Donc, cette fonction d'activation, il peut prendre plusieurs formes. Par exemple, dans un neurone binaire, cette fonction peut prendre, par exemple, la forme d'une fonction binaire à seuil ou bien une fonction tout ou rien. Et pour un neurone discret, on trouve la fonction Plancher. Et pour le neurone continu, par exemple, on trouve la fonction linéaire à seuil, la fonction gaussienne, etc. Alors, le choix de cette fonction d'activation, il dépend de notre objectif. Donc, on va voir tout après donc, comment on va choisir cette fonction lorsqu'il s'agit de la classification des observations dans un contexte supervisé ou non supervisé. Donc, la propriété la plus attractive des réseaux de neurones, ça c'est très important, c'est leur faculté d'apprentissage par l'exemple. Donc, en général, un réseau de neurones il est caractérisé par son architecture et par une loi d'apprentissage. L'architecture, en général, deux grandes catégories de réseaux de neurones. Les réseaux récurrents, ce sont des réseaux qui sont bouclés. Voilà, comme par exemple les réseaux à connexion partielle ou les réseaux à connexion complète. Et nous avons les réseaux non bouclés comme le réseau multicouche. Alors, dans un problème de classification des données multidimensionnelles par réseau de neurones, la classification nécessite deux phases essentielles. Nous avons une phase d'apprentissage, une phase de généralisation. Donc, la phase d'apprentissage, c'est une phase qui permet d'actualiser les vecteurs poids du réseau. Alors, et la phase de généralisation, c'est une phase de classification des observations. Donc, pour la loi d'apprentissage, alors, dans la phase d'apprentissage, si je peux prendre cette définition, alors l'apprentissage n'est qu'un processus itératif de développement améliorant la performance d'un réseau de neurones et durant lequel les poids sont modifiés ou bien ajustés dans le but de permettre à la sortie d'être aussi proche que possible du comportement désiré. C'est-à-dire, là, on essaie d'adapter les poids ou bien les vecteurs poids du réseau afin que la sortie désirée soit proche du comportement désiré. Et en général, on trouve deux catégories d'algorithmes d'apprentissage. Il y a l'apprentissage supervisé
et l'apprentissage non supervisé. Dans un contexte supervisé, nous avons des informations a priori, comme par exemple, c'est-à-dire dans un problème de classification, nous avons le nombre de classes qui est connu a priori. Dans ce cas, donc, l'objectif de la classification, c'est de minimiser le taux d'erreur entre la sortie attendue, c'est-à-dire celle désirée, et la sortie obtenue. Alors que pour l'apprentissage non supervisé, le réseau s'auto-organise pour adapter ses vecteurs poids. Donc, on trouve plusieurs exemples d'algorithmes d'apprentissage, comme par exemple la règle de Hub, qui consiste à renforcer le poids de connexion entre deux neurones activés en même temps. L'apprentissage par correction d'erreurs, il vise à minimiser le taux d'erreur entre la sortie désirée et la sortie obtenue ou bien calculée. L'apprentissage de Boltzmann, par exemple, c'est un apprentissage de type stochastique. Et l'apprentissage par compétitif qu'on va présenter dans ce webinaire, c'est un apprentissage qui permet aux neurones de compétition, ou bien, c'est-à-dire on les appelle de compétition, d'entrer en compétition afin d'estimer les noyaux des classes, c'est-à-dire les centres des classes. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer à présenter l'architecture des réseaux de neurones apprentissage compétitif. Donc le réseau de neurones compétitif, il est constitué de deux couches. Une couche d'entrée et une couche de compétition. La couche d'entrée est composée d'un nombre de neurones qui est égal le nombre, ou bien la dimension de l'espace de représentation, qui est égal aussi au nombre des attributs qui caractérisent les observations. Alors que la couche de sortie ou bien couche de compétition, il est constitué d'un nombre de neurones est égal le nombre de classes. Chaque neurone de sortie est caractérisé par le vecteur poids et par une fonction d'activation. Alors, le vecteur poids, comme vous voyez, les mu, ils sont, c'est-à-dire de même dimension que les observations. Parce que, c'est-à-dire en fin de compte, ça représente ce sont des observations qui représentent les noyaux des classes. Alors, la métrique, la fonction d'activation utilisée, c'est une métrique qui calcule la distance séparant le vecteur poids et l'observation présentée à l'entrée du réseau à un instant donné. Voilà. Alors, comme je viens de vous dire, donc la classification d'un ensemble E par un réseau de neurones compétitifs se fait en deux phases. Une phase d'apprentissage qui permet de classer l'ensemble des observations par des modifications itératives des paramètres. Donc, c'est un algorithme qui est itératif. Alors, les paramètres sont les poids des connexions, bien les vecteurs poids des neurones. L'algorithme d'apprentissage utilisé dans cette phase, il est inspiré de la méthode des Cummings. Donc, c'est le même principe, sauf que l'apprentissage compétitif il est implémenté dans un réseau de neurones. Alors, la deuxième phase, c'est une phase de généralisation qui permet de classer les observations. Alors, maintenant, je vais vous présenter l'algorithme associé à l'apprentissage. Donc, la première étape, c'est le choix arbitraire de cas observation qui représentent les vecteurs poids de la couche de compétition. Comme je vous ai dit, donc K, c'est le nombre de classes. Alors, je vais choisir arbitrairement K, observation de l'échantillon. Et il représente les noyaux des classes. Parce que la fin c'est-à-dire du processus d'apprentissage, ces vecteurs poids, ils vont converger vers les centres des classes. Donc, la deuxième étape, donc, je vais présenter une observation de l'échantillon. Donc, à un instant donné T, le traitement qui se fait, c'est-à-dire chaque
neurone de sortie, bien de compétition, il va calculer la distance qui sépare son vecteur poids à l'observation présentée. Donc, le neurone gagnant, c'est celui où la fonction, c'est-à-dire la distance, elle est minimale. Donc, c'est son vecteur poids qui va être actualisé utilisant la méthode de descente de gradient. Donc, cette méthode de descente des gradients, exprimée par cette formule, donc comme vous voyez, ici, nous avons le vecteur poids du neurone gagnant G, c'est-à-dire mu G à l'instant T est égal à mu G à l'instant T moins 1, d'accord, de l'itération précédente, moins alpha T multiplié par la variation, par le taux d'erreur. Alors, alpha T, c'est quoi? C'est une fonction d'apprentissage. Donc, la fonction d'apprentissage, il dépend toujours, c'est-à-dire de l'objectif, il dépend de la forme de la distribution. Donc, d'après plusieurs essais et plusieurs applications sur des données soit simulées, soit des données réelles, nous avons choisi cette fonction. C'est la fonction dite Search and Gate Schedules. Donc, cette fonction, elle est caractérisée par une chose qui est très importante, c'est caractérisée par deux phases. Une phase de recherche et une phase de convergence. D'accord? Donc, une phase de recherche, c'est-à-dire pour chercher les centres des classes, et une phase pour converger vers les vrais centres. Alors, cette fonction, il doit vérifier les deux conditions, c'est-à-dire les conditions stochastiques de convergence, qui sont la condition de plasticité et la condition de stabilité. Voilà. Donc, ça, c'est une figure pour vous montrer donc, le processus d'apprentissage. Alors, maintenant, pour illustrer cet algorithme, donc, j'ai appliqué l'algorithme sur cet échantillon, donc qui est constitué de 3 classes gaussiennes. Donc, la troisième n'est pas, c'est un peu flou parce que la couleur choisie, c'est le jaune. Donc, comme vous voyez, donc ici, nous avons initialisé le nombre de classes, c'est-à-dire K qui est égal à 3. Effectivement, donc l'algorithme, il nous a donné 3 vecteurs, c'est-à-dire 3 centres de classe. Et ces centres, ils coïncident parfaitement avec les classes présentes dans l'échantillon. Après la phase d'apprentissage, on passe à la phase de généralisation qui est la phase de classification. Donc, avec le même principe, c'est-à-dire on présente les observations, on compare, chaque neurone compare la distance qui le sépare à l'observation présentée. Si c'est minimal, donc l'observation il est affectée à cette classe et ainsi de suite. Voilà. Donc, quels sont les avantages de cet algorithme? Donc, l'algorithme, donc, il est adapté, il est rapide par rapport à K-means, et parce que l'architecture parallèle des réseaux de neurones, il donne une puissance de calcul qui peut résoudre des applications très complexes en temps réel. Donc, c'est le parallélisme de traitement d'informations. Autre avantage, c'est qu'il ne nécessite pas un réglage délicat des paramètres de la fonction d'activation. Donc, la fonction d'activation, comme je vous ai montré, c'est une fonction search and get. Nous avons deux paramètres. Donc, un paramètre, un coefficient et un temps, c'est-à-dire temps de recherche. Je vais vous montrer donc la fonction d'apprentissage. Voilà. Donc, nous avons un coefficient alpha 0 et nous avons un taux de recherche. Donc, il faut choisir un taux très important par rapport au nombre d'itérations pour que l'algorithme converge. C'est-à-dire passer par la recherche des centres des classes avant de converger. Pardon? Alors maintenant, donc, je vais passer. Donc, l'inconvénient, pardon, de cette approche, c'est qu'il est non supervisé.
Donc, toujours, il y a le problème, c'est-à-dire de choix de nombre de classes, c'est-à-dire le nombre de neurones de la couche de compétition. Et un autre inconvénient, c'est qu'il n'est pas adapté aux distributions non gaussiennes, vu qu'on utilise seulement la distance euclidienne. Donc, nous avons essayé de résoudre ce problème de non supervisé, utilisant une nouvelle, la variante de l'apprentissage compétitif, qui est l'apprentissage avec pénalisation du rival. Alors, l'idée de cet algorithme, c'est faire converger le vecteur poids du neurone gagnant vers le centre d'une classe et repousser le vecteur poids de son rival vers une autre classe. Alors, dans l'apprentissage compétitif, seul le vecteur poids du neurone gagnant qui est actualisé. Alors maintenant, dans l'apprentissage compétitif, nous avons l'actualisation de deux neurones, le gagnant et le premier gagnant et le deuxième gagnant. Alors comme ça, donc le premier gagnant, donc on va l'actualiser dans un sens positif et l'autre dans le sens opposé pour le repousser, c'est-à-dire vers une autre classe. Et comme ça, c'est-à-dire à la fin, c'est-à-dire du processus d'apprentissage, le surnombre, c'est-à-dire des classes, des vecteurs points, vont être repoussés vers les classes de l'échantillon. Alors maintenant, l'algorithme associé, il a le même principe que l'apprentissage compétitif, utilisant toujours la distance euclidienne comme fonction d'activation. Aussi, donc, l'actualisation des vecteurs poids se fait par la méthode des descentes de gradient, mais cette fois-ci, on va actualiser le neurone gagnant et son rival, c'est-à-dire le deuxième neurone gagnant. Comme vous voyez ici, nous avons la fonction d'activation, la fonction d'apprentissage alpha t, c'est une fonction search and gate. Et nous avons moins bêta t, c'est une fonction search and gate, mais elle est dans le sens opposé, c'est-à-dire avec le signe moins. Alors l'avantage de cet algorithme, c'est un algorithme qui permet de déterminer le nombre de classes, c'est-à-dire c'est un algorithme, c'est-à-dire dans un contexte non supervisé, nous n'avons pas ce problème d'initialisation du nombre de neurones, mais l'inconvénient, c'est-à-dire majeur de cet algorithme, c'est le réglage qui est très délicat des coefficients d'apprentissage, c'est-à-dire le alpha t et bêta t. Alors, un autre problème qui peut être arrivé avec soit l'apprentissage compétitif ou bien l'apprentissage avec pénalisation. Alors, un autre problème, c'est qu'il arrive fréquemment lors de l'utilisation de l'apprentissage compétitif qu'un ou plusieurs vecteurs ne convergent pas vers le centre d'une classe. C'est-à-dire, ils restent immobiles. Donc, ils restent à leur position initiale. Alors, ce phénomène, il est connu sous le nom de dead units. Donc, qui est dû soit au mauvais choix des vecteurs poids initiaux, c'est-à-dire parce qu'on fait une initialisation arbitraire, soit il est dû, c'est-à-dire à la forme, c'est-à-dire d'actualisation des neurones. Donc, et c'est pour cela, donc, ce qui a donné naissance à une autre variante d'apprentissage compétitif, qui est l'apprentissage compétitif sensible à la fréquence. Donc, le principe de cet algorithme, c'est, donc, d'ailleurs, c'est proposé par Aralt. Donc, il a suggéré de multiplier la distance entre une observation et un neurone par un terme de conscience, ρ, qui est propre à chaque neurone. Donc, avec une mise à jour de coefficient de conscience lors de l'activation du neurone gagnant, comme vous voyez, donc, nous avons le neurone gagnant, mais on trouve le neurone gagnant avec ce terme c'est-à-dire de conscience, c'est-à-dire dans l'équation, c'est-à-dire de distance, chercher la distance minimale, mais en multipliant le coefficient c'est-à-dire de conscience, le terme de conscience par la distance. Et à chaque itération, c'est-à-dire le neurone gagnant, je vais
l'actualiser, mais en même temps, je vais augmenter ce terme de conscience, ce qui va réduire la chance c'est-à-dire de réussir la compétition à l'itération T+1. Voilà. Donc, ce mécanisme, il va permettre de défavoriser les neurones qui gagnent souvent la compétition. Il permet aux neurones avec des vecteurs points loin du nuage des observations de s'y approcher et par la suite de participer au processus de compétition induit par l'algorithme d'apprentissage. Donc, cette procédure qui consiste à modifier les fonctions d'activation de... Pardon, maintenant, donc, voilà, donc, j'ai terminé cette partie, mais je vais passer à l'algorithme d'apprentissage compétitif généralisé. C'est la dernière variante. Alors, cette procédure d'apprentissage, il consiste à modifier les fonctions d'activation de tous les neurones en fonction de leur distance et par rapport à l'observation présentée. Alors, avant, c'est-à-dire soit dans l'apprentissage compétitif ou bien l'apprentissage avec pénalisation de rival ou bien l'apprentissage sensible à la fréquence, seul, c'est-à-dire le neurone gagnant ou bien le neurone rival qui est actualisé à un instant donné. Mais dans l'apprentissage compétitif généralisé, nous avons c'est-à-dire l'actualisation de tous les neurones en même temps. Alors, le vecteur poids du neurone gagnant à l'itération T, il va être actualisé avec la même, c'est-à-dire avec le même principe, même fonction d'apprentissage, mais pour les autres, on va les actualiser avec une autre fonction d'apprentissage. Alors, là, pour l'actualisation des autres neurones, elle est basée sur l'utilisation d'une distance proportionnelle à la distance qui sépare le neurone K à l'observation présentée. Mais donc, cette approche, ce dernier algorithme, ne n'avons pas encore testé sur des données brutes, donc pour l'évaluer et pour présenter les résultats, sauf que nous sommes basés sur la littérature pour présenter les avantages de cet algorithme. Donc, c'est un algorithme qui limite le phénomène des dead units, c'est-à-dire le phénomène présenté tout à l'heure dans la variante apprentissage sensible à la fréquence, parce que tous les neurones sont actualisés en même temps. Mais l'inconvénient de cet algorithme, c'est le temps de calcul sur une machine séquentielle et les coefficients d'apprentissage qui ne sont pas déterminés par une relation simple. C'est-à-dire que c'est un peu complexe. Voilà. Alors, bon, j'ai présenté donc cet exposé qui est simple, rien que pour vous montrer comment faire la recherche. Donc, nous avons commencé par l'algorithme des K-means. Nous avons essayé de l'implémenter, faire c'est-à-dire des simulations, des applications, voir les avantages et l'inconvénient de l'algorithme. Après, donc, réfléchir sur comment améliorer cet algorithme utilisant les réseaux de neurones. Et nous avons choisi ce réseau compétitif parce que c'est un réseau qui est simple à implémenter. Voilà, et c'est-à-dire à chaque fois, c'est-à-dire on cherche les inconvénients d'un algorithme pour essayer de l'améliorer et proposer, c'est-à-dire d'autres travaux. Donc, les algorithmes compétitifs aussi sont appliqués pour la segmentation des images, soit couleur, soit niveau de gris. Et bon, et après, donc, après cet exposé, donc, j'ai déjà proposé à M. Jawed un exposé sur l'approche statistique qui a été développée par mon étudiante Maryam Timouyes et qui est aussi inspirée du principe de l'apprentissage compétitif. Voilà, merci.